Je passais juste pour déposer des tomates. C'est la chose à laquelle je n'arrête pas de repenser. Je ne cherchais pas à fouiner. Je n'étais pas méfiante. J'avais un sac de tomates de mon potager. Ces grosses tomates cœur de bœuf que mon gendre a toujours qualifiées de meilleures qu'il ait jamais goûtées. Et je m'étais dit que j'allais les laisser sur le porche de ma fille en rentrant de ma promenade. C'était juste ça. Une mère apportant des tomates. Je fais ce même trajet à pied tous les matins depuis 11 ans. Depuis que mon médecin m'a dit que mes genoux allaient empirer si je ne continuais pas à bouger, en descendant la rue des Bouleaux, en tournant à gauche dans l'allée des Trèfles, en passant devant le square, puis en remontant par le quartier où ma fille et son mari ont acheté leur maison il y a 6 ans. Je connaissais chaque fissure de ce trottoir. Je savais quelle chaîne laissait tomber ses glands en premier. Je savais que le vieux monsieur, 3 maisons plus loin, laissait toujours tourner ses arroseurs trop longtemps, et j'avais appris à contourner la flaque qu'il laissait au bord du trottoir. Alors, quand j'ai tourné dans leur rue ce mardi matin-là et que j'ai vu l'utilitaire de mon fils garé dans l'allée, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au début. Mon fils, Julien, vit à environ 40 minutes au nord d'ici, près du lac. Ma fille et lui ont toujours été très proches. Le genre de complicité qui me rendait fier quand il grandissait. Ils s'appréciaient vraiment, ce que toutes les fratries ne peuvent pas dire. Ce n'était donc pas étrange qu'ils viennent lui rendre visite. Ce qui était étrange, c'est qu'il était 9h30 un mardi matin et qu'il était censé être au travail. Il a une entreprise de paysagisme depuis 12 ans, et en été, 9h30 un mardi, c'est le milieu de la partie la plus chargée de sa journée. J'ai un peu ralenti sans le vouloir. Je l'ai juste remarqué. De la même façon qu'on remarque quelque chose de légèrement déplacé, comme un cadre photo un peu de travers. Je me suis dit qu'il avait probablement pris un jour de congé, ou peut-être qu'il avait une semaine calme. L'été avait été étrange cette année, trop sec. Peut-être que le travail avait ralenti. Je me suis avancé sur l'allée jusqu'au porche d'entrée, le sac de tomates se balançant dans ma main. Et c'est là que j'ai entendu les voix. Elles venaient de l'intérieur, juste derrière la fenêtre de devant. Celle que ma fille, Sophie, laisse toujours entr'ouverte en été parce qu'elle dit qu'il fait vite étouffant près de la cuisine. Je n'essayais pas d'écouter. La fenêtre était ouverte et les voix portaient. Et j'ai entendu mon propre prénom avant même d'avoir l'idée de frapper. J'ai entendu ma fille dire « Elle ne va pas aimer ça ». Et j'ai entendu mon fils répondre « Elle n'a pas à aimer ça. Elle doit juste l'accepter ». Je me tenais là, sur les marches du porche, la main à mi-chemin pour frapper à la porte. Et si elle refuse, a dit ma fille, alors on gérera ça autrement. Mais Isabelle a dit que les délais sont serrés. Si on attend trop longtemps, ça va devenir compliqué. Isabelle ? Je ne connaissais personne du nom d'Isabelle. Je pense juste qu'on devrait le lui dire, a repris ma fille. Sa voix avait cette intonation tendue, celle que j'entendais depuis qu'elle avait 16 ans, quand elle savait que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle n'était pas sûre d'avoir la légitimité pour le dire. On ne lui dit rien tant que ce n'est pas fait, a répondu mon fils. C'est tout l'enjeu. Si elle le découvre à l'avance, elle voudra s'en mêler. Et alors tout va s'éterniser pendant des mois. Tu sais comment elle est. Tu sais comment elle est. J'ai posé ma main à plat contre le mur de la maison. Pas pour une raison que j'aurais pu expliquer, juste pour sentir quelque chose de solide. J'ai passé 68 ans à être une personne que les gens décrivaient par des raccourcis. Je sais comment elle est. Elle est exigeante. Elle met beaucoup de temps à se décider. Elle pose trop de questions. J'avais entendu des versions de cela toute ma vie, de la part de ma mère, de la part de feu mon mari quand il était frustré, de la part de mes collègues à la médiathèque municipale où j'ai travaillé pendant plus de 30 ans. J'avais fait la paix avec ça quelque part au cours de la cinquantaine. Je suis prudente. Je suis minutieuse. Je pose des questions parce que je crois que les choses méritent d'être comprises avant d'être décidées. Mais je n'ai pas fait la paix en me tenant sur ce porche, en l'entendant de la bouche de mes propres enfants. Et pour la propriété, a demandé ma fille. On gère ça séparément ? Isabelle dit que tout doit être fait en même temps. Tu ne peux pas séparer la propriété de l'aspect financier. Légalement, ça ne marche pas comme ça. Tout doit être dans le même dossier. Dossier. Propriété. Financier. Je ne suis pas une femme qui panique. J'ai passé des décennies à gérer une bibliothèque. Et la seule chose que l'on apprend dans ce métier, c'est que le chaos n'est chaos que jusqu'à ce que l'on ait plus d'informations. Alors je suis resté là, j'ai respiré,
et j'ai essayé de comprendre ce que j'entendais. Il parlait de propriété, de délai, de me tenir à l'écart de quelque chose jusqu'à ce que ce soit accompli parce que sinon, j'aurais posé trop de questions. Mon mari, Bernard, est décédé il y a 4 ans. Il m'a tout laissé, ce qui était simple, ce qui correspondait à ce que nous avions toujours prévu, notre maison, nos économies, et un petit terrain avec un cabanon en Ardèche qui appartenait à sa famille. Nous en avions parlé comme le font les gens mariés depuis longtemps, sans morbidité, juste de façon très pratique. Il me disait, s'il m'arrive quelque chose, tu gardes le terrain de Ardèche. Ne laisse personne te convaincre de le vendre. Et je répondais, il ne t'arrivera rien. Et puis quelque chose lui est arrivé, et le terrain est devenu le mien, et je l'avais conservé comme il me l'avait demandé. Je n'avais pas dit à mes enfants ce que je comptais faire de tout cela à terme. Cela ne m'avait pas semblé urgent. J'ai 68 ans, pas 98. Je marche tous les matins. Mes genoux fonctionnent très bien. Mais debout sur ce porche, j'ai compris que mes enfants avaient apparemment décidé que le temps pressait et que c'était à eux de gérer cela. J'ai entendu la voix de ma fille baisser un peu. Je ne le sens vraiment pas bien. Tu le sentais très bien la semaine dernière. La semaine dernière, je n'y pensais pas autant. Elle va se sentir prise au dépourvu. Elle finira par comprendre. Et d'ici là, ce sera déjà fait, et il n'y aura plus de place pour la discussion. C'est ça le but, Sophie. Sophie. Il ne l'appelait par son prénom avec ce ton-là que lorsqu'il avait fini de négocier. J'ai baissé les yeux vers le sac de tomates dans ma main. Je les avais cultivées à partir de graines cette année. Je les avais semées à l'intérieur en février sous la petite lampe horticole que la sœur de mon mari m'avait offerte il y a des années. J'avais été si heureuse quand elles avaient poussé, lourdes et belles. Je pensais que mon gendre les adorerait. J'ai posé le sac très doucement sur la rambarde du porche. Puis je me suis retourné et j'ai redescendu l'allée par le chemin d'où je venais. Je n'ai pas frappé. Je n'ai rien dit. J'ai redescendu la rue des Bouleaux, j'ai continué à marcher devant le square, devant la flaque de l'arroseur du monsieur, jusqu'à chez moi. Et pendant tout ce temps, mon esprit était très calme, de cette façon dont il devient quand j'ai vraiment peur. Quand je suis rentré à la maison, je me suis assise à la table de la cuisine, je n'ai pas fait de café et je n'ai pas allumé la radio, ce que je fais d'habitude. Je suis juste restée assise là, dans le silence, et je me suis laissé le temps de comprendre ce que j'avais entendu. Mes enfants préparaient quelque chose qui impliquait ma propriété et mes finances. Ils travaillaient avec une certaine Isabelle, un nom qu'aucun d'eux n'avait jamais mentionné. Ils avaient un calendrier en tête. Ils avaient décidé ensemble que m'en parler à l'avance serait trop compliqué parce que je poserais trop de questions. La partie qui faisait le plus mal n'était pas le côté pratique de la chose. C'était la voix de mon fils disant « Tu sais comment elle est ». De manière si désinvolte, comme si c'était un problème connu qu'il avait déjà pris en compte. J'ai 2 enfants. Je les ai élevés seuls après que la première crise cardiaque de leur père les rendit incapables de travailler pendant 2 ans. Je ne dirais pas que j'ai tout fait parfaitement, mais j'ai travaillé dur et j'ai répondu présente tous les jours. Quand mon fils a voulu lancer son entreprise de paysagisme et que la banque a refusé de lui accorder un prêt, je lui ai donné 11 000 € de mon livret d'épargne. Je ne l'ai pas obligé à me rembourser. Quand le premier mariage de ma fille a volé en éclats et qu'elle n'avait nulle part où aller, elle a vécu chez moi pendant 14 mois et je ne lui ai jamais fait sentir qu'elle était de trop. Ce ne sont pas des choses que je dis pour marquer des points. Je l'ai dit parce que j'avais cru, jusqu'à ce mardi matin, que mes enfants le savaient aussi. Je suis restée assise à cette table pendant près d'1 heure. Puis j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé mon amie Sylvie, qui avait été clerc de notaire pendant 22 ans avant de prendre sa retraite. J'ai dit, Sylvie, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Si quelqu'un voulait transférer une propriété et des actifs financiers qui sont au nom d'une personne âgée, sans le lui dire au préalable, est-ce que c'est quelque chose de faisable? Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, Chantal. Qu'est-ce ce qui se passe? C'est mon nom, Chantal. J'ai raconté ce que j'avais entendu, sans y mettre d'émotion. Je n'étais pas encore prête pour l'émotion, juste les faits, exactement tels que je les avais entendus. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des choses que j'ai toujours aimé chez Sylvie. Elle ne cherche pas à combler les silences. Quand j'ai eu terminé, elle a dit, il y a des moyens légaux de faire ce genre de choses avec le consentement de la personne, des procurations, certains démembrements de propriété, des SCI, mais sans consentement? Non, pas légalement. Pas en France.
Donc, ils auraient besoin que je signe quelque chose? Oui. Et s'ils te le présentent après coup, s'ils te disent, voilà, tout est déjà prêt, on a juste besoin de ta signature, Chantal, a-t-elle ajouté doucement, c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu aies déjà parlé à ton propre notaire. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je n'ai pas appelé mes enfants. Je veux être clair à ce sujet. J'y ai pensé. Je me suis assise là et j'ai sincèrement envisagé de prendre le téléphone, d'appeler mon fils et de lui dire, j'étais sur le porche de ta sœur ce matin. J'ai entendu ce que vous avez dit. Une partie de moi le voulait, une partie de moi voulait la version des faits où il y avait une explication simple, où j'avais mal compris, où mon fils dirait, maman, oh mon Dieu, non. Ce n'est pas du tout ça. Mais j'avais entendu sa voix. Je connaissais la voix de mon fils, et il n'avait pas l'air d'un homme qui pensait faire quelque chose que sa mère approuverait. Il avait l'air d'un homme qui contournait un obstacle. J'étais l'obstacle. J'ai donc appelé ma propre notaire. Elle s'appelle Maître Hélène, et c'est elle qui s'était occupée de la succession à la mort de mon mari. Une femme brillante, qui ne gaspille jamais ses mots. Quand je lui ai expliqué la situation, elle m'a posé 4 ou 5 questions très précises sur le terrain en Ardèche, sur la façon dont l'acté de propriété était structuré, et pour savoir si j'avais signé quoi que ce soit au cours de l'année écoulée que je n'aurais pas entièrement lu. Je n'avais rien signé. Je le lui ai confirmé. Bien, a-t-elle dit. Faisons en sorte que ça reste ainsi. Pouvez-vous passer jeudi? J'y suis allé jeudi. Maître Hélène et moi avons passé 2 heures à tout passer en revue. La maison, les livrets d'épargne, les assurances-vie, le terrain en Ardèche. Elle m'a expliqué en détail à quoi ressemblerait un mandat de protection future, à quoi ressemblerait une procuration, quelle était la différence entre les deux, et ce qui se passerait dans chaque cas si quelqu'un essayait d'apporter des modifications sans mon consentement explicite et documenté. Puis elle a rédigé ce qu'on appelle un testament authentique, un document clairement établi, signé devant témoins et enregistré au fichier des dispositions de dernière volonté, qui rendrait considérablement plus difficile pour quiconque de prétendre plus tard que j'avais été confuse ou que je ne savais pas ce que je faisais. Quand nous avons eu fini, je suis restée assise dans le parking de son étude pendant quelques minutes avant de démarrer la voiture. Non pas parce que j'étais bouleversée, mais parce que je réfléchissais. Ma fille avait dit, je ne le sens vraiment pas bien. À 2 reprises, d'après ce que j'avais entendu, elle avait gentiment repoussé l'idée, de la façon dont elle le faisait toujours, pas avec colère, mais plutôt avec malaise, avec une voix qui disait, il y a quelque chose de louche, même si elle ne pouvait pas le nommer exactement. J'ai réfléchi à ça. Puis je suis rentré chez moi, je me suis préparé une tasse de thé, je me suis assise avec et j'ai réfléchi au genre de mère que je voulais être maintenant. Mon fils m'a appelé ce vendredi soir-là, un appel normal. Il a demandé comment j'allais, a parlé de la météo, a dit qu'il passerait peut-être ce week-end. J'ai répondu que ce serait bien. Il est venu le samedi après-midi. J'ai préparé des sandwichs. Nous nous sommes assis sur la terrasse arrière et il m'a parlé d'un gros contrat commercial pour lequel il avait fait une offre, et je lui ai parlé des tomates, et ce fut le genre d'après-midi que nous avions eu des centaines de fois. Facile. Familier. À un moment donné, il m'a regardé et a dit, tu as l'air différente. J'ai répondu, différente comment? Il a haussé les épaules. Je ne sais pas. Plus silencieuse, peut-être? Je lui ai souri. J'ai beaucoup réfléchi, ai-je dit. Il a hoché la tête et a laissé tomber. Ma fille a appelé quelques jours plus tard. Elle a demandé si elle pouvait passer. Pas un appel anodin. Il y avait un certain poids, le genre de poids qui signifie que quelqu'un se prépare à annoncer quelque chose. Elle est venue le mercredi soir, j'ai préparé le dîner et nous avons mangé. Puis elle m'a aidé à débarrasser les assiettes, elle s'est assise à la table et a dit, « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Je me suis assise en face d'elle et j'ai attendu. Elle m'a dit qu'elle et son frère avaient parlé à une conseillère en gestion de patrimoine, qu'ils s'étaient inquiétés depuis 1 an ou 2 de ce qui arriverait à mes biens quand je serais plus âgé, et qu'ils voulaient s'assurer que les choses étaient bien structurées. Elle a dit qu'il avait parlé à quelqu'un, Isabelle, de la mise en place d'une transmission anticipée. Elle a ajouté qu'il avait eu l'intention de m'en parler, mais qu'il ne savait pas comment aborder le sujet. Elle avait l'air mal à l'aise, jeune, et un peu honteuse, et je l'aimais beaucoup, alors je l'ai laissé finir. Quand elle a eu terminé, j'ai demandé, « Depuis combien de temps ton frère et toi planifiez-vous cela ?» Elle a hésité. Quelques mois. Et vous n'êtes pas venu m'en parler avant parce que... Une autre hésitation, plus longue.
Parce qu'on pensait que tu voudrais trop t'impliquer, a-t-elle dit très doucement. Et on ne voulait pas que ça prenne des proportions énormes. J'ai hoché la tête lentement. Donc, votre plan était de préparer tout ça et ensuite de me l'apporter tout fait. Elle a hoché la tête. Et tu ne t'es pas dit que je pourrais avoir l'impression qu'on m'imposait quelque chose plutôt que de le faire avec moi. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle a dit, j'y ai pensé. Je n'aimais pas ça. Je lui ai dit que je n'aimais pas ça. Je sais, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Je t'ai entendu. J'ai continué, j'étais sur ton porche il y a quelques semaines. J'ai laissé des tomates sur la rambarde. Je vous ai entendu, toi et ton frère, parler. Son visage a pâli. Je ne suis pas resté longtemps, ai-je précisé. Jen est assez entendue pour comprendre les grandes lignes. Puis je suis parti. Elle a commencé à dire quelque chose et j'ai levé la main, sans méchanceté. Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes mal, ai-je affirmé. Je te le dis parce que je veux que tu comprennes ce que j'ai fait ensuite. J'ai appelé Sylvie. J'ai appelé Maître Hélène. J'y suis allé et j'ai géré mes affaires moi-même, comme j'aurais dû le faire il y a des années. Donc, quoi que Isabelle ait prévu, ce n'est plus nécessaire. Elle est restée assise là pendant un long moment sans rien dire. Finalement, elle a murmuré, « Maman, je suis tellement désolée. » Je l'ai cru. Je la crois vraiment. Ma fille n'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui sait se laisser convaincre que m'aider, c'était me contourner. Et je pense qu'elle savait depuis le début que c'était mal. Ça ne rend pas la chose juste pour autant. Mais je connais la différence entre la cruauté et la peur. Et ce qu'elle avait fait venait davantage de la peur que de la cruauté. La peur de l'avenir, la peur de la perte, la peur des conversations que nous n'avions pas eues parce qu'aucun de nous n'avait voulu les avoir. Je veux que tu dises à ton frère, ai-je dit, que j'aimerais lui parler. Elle a hoché la tête. Et je veux que vous compreniez tous les deux quelque chose. J'ai 68 ans. Je marche 3 kilomètres tous les matins. J'ai géré une médiathèque pendant 3 décennies, et j'ai élevé 2 enfants, presque toute seule, après que votre père soit tombé malade. Et je prends des décisions concernant ma propre vie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je vous parlerai de mes volontés. Je vous inclurai. J'écouterai vos inquiétudes. Mais je ne serai pas géré, je ne serai pas contourné, et je ne serai pas traité comme un problème à résoudre avant même d'en avoir créé un. Elle pleurait un peu à la fin de mon discours. Pas de façon dramatique, juste doucement, comme elle a toujours pleuré depuis qu'elle était petite. Je sais, a-t-elle répondu. Je sais, maman. Mon fils est venu 2 jours plus tard. Il s'est assis en face de moi à la même table. Et contrairement à sa sœur, il n'a pas pleuré, mais il n'a pas non plus cherché d'excuses, ce que j'ai respecté. Il a dit qu'il pensait faire ce qui était juste, et qu'il comprenait maintenant que ce n'était pas le cas. Il a dit qu'il était désolé. J'ai répondu, je sais que tu m'aimes. Je n'en ai jamais douté. Il a regardé la table. Mais m'aimer ne veut pas dire que tu as le droit de prendre des décisions concernant ma vie sous prétexte que tu penses que ce sera plus facile que de m'en parler. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle avec de bonnes intentions, et ça mène quelque part où aucun de nous ne veut aller. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a hoché la tête, juste une fois. Le genre de hochement de tête qui a du sens. Cela fait environ 2 mois maintenant. Les choses sont différentes. Pas brisées, mais différentes, comme les choses le sont quand une vérité est entrée dans la pièce et a réorganisé les meubles. Mon fils et moi avons eu de longues conversations sur mes finances que j'aurais probablement dû initier il y a des années. Il a posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas à ce qu'il s'intéresse, et je lui ai donné des réponses honnêtes. Ma fille passe plus souvent, elle amène son mari, et parfois nous nous asseyons sur le porche le soir et parlons comme j'avais toujours espéré que nous le ferions. Isabelle, si j'ai bien compris, n'est plus dans le tableau. Le terrain en Ardèche est toujours à moi. Tout est carré maintenant, un dossier en bonne et due forme établi par Maître Hélène, avec des conditions que j'ai moi-même choisies. Mes enfants savent ce qu'il en adviendra quand je ne serai plus là. Je leur ai dit qu'il n'y aurait aucune surprise. Il y a eu quelques larmes dans un long silence, puis mon fils a regardé dans le vide pendant un instant et a dit, « Papa aurait aimé ça. La façon dont tu as géré la situation. » Peut-être. Je pense honnêtement que mon mari aurait été plus en colère que moi. Il supportait mal que les gens agissent dans son dos.
Mais j'aimerais croire qu'il aurait été fier de ce que j'ai fait ensuite. De partir, de prendre le temps d'y réfléchir, des appels que j'ai passés avant de me laisser acculer à signer quelque chose que je n'avais pas choisi. Il y a une chose que j'ai apprise à 68 ans et que j'aurais aimé comprendre à 40. Vous pouvez aimer quelqu'un de tout votre cœur et refuser de le laisser vous diminuer. Ces deux choses peuvent coexister dans le même cœur, en même temps. Elles le doivent, en fait, si vous voulez des relations qui durent. Ma fille a appelé ce matin. Elle avait trouvé un plant de tomates au marché du coin, une cœur de bœuf, la même variété que je cultive, et voulait savoir si elle pouvait le planter dans le potager de son jardin. Je lui ai dit que je viendrais l'aider à le planter. Je lui ai dit de s'assurer de l'arroser régulièrement. Que l'erreur que les gens faisaient souvent avec les tomates, c'était de trop les arroser certains jours et pas assez d'autres. Et que la plante se souvenait qu'elle avait besoin de pouvoir compter sur vous. Elle a dit qu'elle comprenait. Je pense que c'était le cas. J'ai beaucoup pensé à ce qui se serait passé si j'avais frappé à cette porte. Si j'avais monté les marches de ce porche, frappé 2 fois comme je le fais toujours, et attendu que quelqu'un réponde, rien de tout cela ne se serait passé ainsi. Mon fils aurait ouvert la porte, surpris de me voir, et quelle que soit la conversation qui se tenait dans cette cuisine, elle se serait arrêtée. Et peut-être que finalement, ils seraient venus me voir avec leur plan, déjà finalisé, déjà enregistré, et je me serais assise en face d'une inconnue nommée Isabelle, et on m'aurait expliqué dans un jargon professionnel et courtois ce qui avait déjà été décidé au sujet de ma vie. Je n'ai pas frappé. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi comprenait déjà que ce que j'entendais n'était pas quelque chose que je devais régler à cet instant précis. Que la bonne réponse au fait que l'on fasse des plans dans mon dos n'était pas d'entrer dans la pièce et de m'annoncer, mais de m'éloigner et de réfléchir. Cette pause, cette marche silencieuse et délibérée sur la rue des Bouleaux. Ce fut la chose la plus importante que j'ai faite. Pas l'appel à Sylvie, pas le rendez-vous avec Maître Hélène, bien que ces choses aient été d'une importance capitale. Le premier acte pour reprendre ma propre vie en main a été de choisir de ne pas réagir avant d'avoir compris. Je ne suis pas de celles qui croient que les choses nous arrivent simplement et que nous les absorbons. Je crois que ce que nous faisons dans les instants qui suivent quelque chose de difficile, comment nous réfléchissons, qui nous appelons, ce que nous refusons de signer, ces choix s'additionnent. Ils finissent par former quelque chose. Mon fils et ma fille ont fait une série de petits choix, chacun semblant probablement raisonnable sur le moment, qui les a menés quelque part où aucun d'eux ne voulait réellement être. Ils ont choisi d'éviter une conversation difficile. Ils ont choisi de travailler dans mon dos plutôt qu'avec moi. Ils ont choisi de se dire que c'était pour mon bien. Et chacun de ces choix a rendu le suivant plus facile, jusqu'à ce qu'ils soient assis dans la cuisine de ma fille à parler de délais et de dossiers comme si j'étais un problème à résoudre discrètement. Et moi aussi, j'ai fait une série de choix. J'ai choisi de m'en aller avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. J'ai choisi d'appeler quelqu'un qui en savait plus que moi plutôt que quelqu'un qui serait simplement d'accord avec moi. J'ai choisi de gérer mes propres affaires avant que quelqu'un d'autre ne puisse les gérer pour moi. J'ai choisi, quand j'ai enfin parlé à ma fille puis à mon fils, d'être honnête sur ce que j'avais entendu et sur ce que j'avais fait à ce sujet. Pas pour les punir, mais parce que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que les relations fondées sur des silences arrangés finissent toujours par s'effondrer. Chantal et ses tomates. C'est comme ça que je vois les choses maintenant, avec un peu de recul. Une femme avec un sac de tomates du jardin qui a failli devenir quelqu'un autour de qui ses enfants prenaient des dispositions. Tout a basculé sur quelque chose de si ordinaire. Une fenêtre ouverte. L'habitude de faire ce trajet à pied. Le simple fait que je n'avais pas prévenu de ma visite. Ce que je veux que les gens comprennent, ce que j'ai moi-même eu besoin de comprendre en me tenant dans l'étude avec Maître Hélène pour éplucher chaque document, c'est que se protéger n'est pas un acte d'hostilité. Je n'ai pas fait de mes enfants mes ennemis en appelant un notaire. J'ai préservé la possibilité d'avoir une vraie relation avec eux, parce qu'une relation où une personne gère l'autre n'est pas une relation. C'est une simple illusion. Ma fille plante ses tomates maintenant. Je l'ai aidée à les mettre en terre. Et j'y pense plus que je ne le devrais probablement. L'idée qu'une plante a besoin de pouvoir compter sur vous, de manière constante, présente, ni trop peu. Je pense que c'est vrai pour la plupart des choses qui valent la peine d'être cultivées.